Alors, nous vivons une bifurcation, c'est ce que je n'arrête plus d'essayer d'argumenter depuis 2 ou 3 ans maintenant, dans le processus d'exosomatisation. En quoi consiste la vie noétique? En quoi consiste essentiellement la vie noétique? Cette bifurcation qui a été précédée, la bifurcation que nous sommes en train de vivre en ce moment même, qui a été précédée par 1000 chocs technologiques dont la succession n'a pas cessé de s'accélérer, résulte en particulier d'un processus de réticulation généralisée, dont vous voyez ici une quantification, mais elle date d'il y a déjà 3 ans, ça va beaucoup plus vite encore aujourd'hui, et elle est stupéfiante, hein. Toutes les 60 secondes, 98 000 tweets sont produits à cette époque-là, il y a 3 ans, 695 000 status updates, c'est-à-dire remises à jour, 11 millions de messages instantanés sur les messageries, etc., etc., toutes les minutes. Et 217 nouveaux web users sur les smartphones apparaissent. C'était il y a déjà 3 ans. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui, encore. C'est ça qui installe ce que Heidegger appelle le Gestell. Ce que Heidegger lui-même ne voit pas, mais qui l'anticipe par un processus, disons, noétique de production de concepts qui l'amène à penser quelque chose de cet ordre-là. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît le discours transhumaniste, qui n'est pas simplement un discours, mais une université. C'est très important, c'est une université qui a la volonté de spécifier les caractères majeurs de la grande bifurcation actuelle à travers ce qui se constitue comme une idéologie, tout aussi bien que comme une stratégie industrielle et comme une université. Le transhumanisme, c'est ce qui tend à soumettre intégralement les critères de la sélection artificielle, en quoi consiste fondamentalement l'exosomatisation et la noèse. Le but, c'est de soumettre intégralement ces critères au pur jeu du marché, sur une base purement et simplement computationnelle, excluant absolument toute incalculabilité, toute improbabilité, toute opacité, c'est-à-dire éliminant la fonction de la raison. Et ceci, il s'agit de le mettre en œuvre dans cette université de la singularité, notamment soutenue par la NASA, créée par Google et avec un certain nombre d'autres acteurs, et qui est en train de s'implanter en France. Il s'agit de mettre en œuvre cette stratégie par l'ingénierie, il s'agit d'y former des ingénieurs, par le marketing, par ce marketing qui s'est substitué depuis déjà une bonne trentaine d'années aux dispositifs rétentionnels qui constituent ce que j'appelle les systèmes sociaux, qui eux-mêmes mettaient en œuvre, évidemment, des critères de sélection artificielle, comme le chaman met en œuvre des critères de sélection artificielle. Mais ils produisaient des savoir-vivre, des savoir-faire, des savoirs-concevoir. Et la calculabilité généralisée, c'est ce qui détruit ces savoirs. En s'appuyant désormais sur une université qu'il contrôle totalement, le marketing transhumaniste a pour but de court-circuiter, au nom de la science, les critériologies de sélection parmi les possibles, ouverts par la nouvelle ère de l'exosomatisation dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Évidemment, ce que je vous présente là n'est pas du tout une représentation de la nouvelle ère de l'exosomatisation. C'est une imprésentation de l'imprésentable qui est l'enjeu de cette nouvelle ère de l'exosomatisation. Je dois vous avouer, j'ai honte de vous le dire, que je ne sais même pas qui est l'artiste qui a fait cela. Ça me rappelle beaucoup... Pardon ? Tu ? Ah oui, Hearst, c'est Hearst qui a fait ça ? Ah bon, peut-être. Je l'aime pas beaucoup, mais tant pis pour moi. Quant à moi, j'ai vu... c'est un produit direct de Saatchi & Saatchi, Damien Hirst, et d'une école que je connais bien, qui est University, Goldsmiths College. Bon, et c'est pour ça que Goldsmiths College est très coté, parce qu'il produit Damien Hirst, etc., produit par Saatchi & Saatchi, qui est une version pré-transhumaniste, pour moi. Voilà.
Mais en tout cas, je pensais que c'était plutôt un artiste dont j'ai vu une exposition en Corée, à Séoul, l'année dernière, et qui fait des choses qui ressemblent beaucoup à ça, mais je n'en sais rien. J'ai malheureusement trouvé cette image sur Google, c'est-à-dire sur l'organe de développement du transhumanisme, sans arriver à en tracé l'origine. Mais évidemment, vous avez bien vu qu'il y a quelque chose, il y a dans quelque chose qui procède de Bacon, voilà, qui est, enfin, qui me touche, en tout cas. Donc, l'Université de la Singularité entend agir au nom de la science. Mais de quelle science s'agit-il ? Le transhumanisme advient avec la rétention tertiaire numérique, qui permet elle-même d'agencer les automatismes biologiques. Le vivant, ce ne sont que des automatismes qui ont des capacités de se désautomatiser au moment, par exemple, de la réplication de l'ADN où des erreurs de copie se produisent. C'est ça qui produit la désautomatisation. Donc, le transhumanisme, c'est ce qui advient avec la rétention tertiaire numérique telle qu'elle permet d'agencer les automatismes biologiques, les automatismes physiologiques, les automatismes psychiques, les automatismes sociaux et les automatismes technologiques en tant que tels, et pas simplement les rétentions tertiaires numériques, mais les cerveaux-mécanismes, etc., etc. Tout ceci constituant la convergence des technologies transformationnelles, j'emploie une expression ici qui a été usitée il y a déjà un bon moment, plus de 10 ans, par Jean-Pierre Dupuy, dans l'analyse des conséquences. Jean-Pierre Dupuy, qui est inspecteur général des mines, vous le connaissez comme polytechnicien qui s'exprime en philosophe, mais il est d'abord ingénieur général des mines et ingénieur des mines, inspecteur général des mines, comme Thierry Gaudin, et il est de temps en temps chargé de rapport en tant qu'il appartient au corps des mines, comme on dit. Le corps des mines en France, c'est le corps des ingénieurs. Voilà. Et il a développé une théorie de ce qu'il appelle les technologies transformationnelles, qui est très intéressante, qui mériterait d'être discutée, mais bon. Dans le processus de convergence, ici qu'on appelle NBIC, comme vous savez, Nano Bio Cognitive and Information Technologies, les automatismes technologiques se substituent aux automatismes sociaux, avec Facebook par exemple, psychiques, avec ce que décrivait Ali Raebi hier, l'incorporation des choses, physiologiques et même biologiques, puisque la biologie de synthèse, c'est ce qui modifie des automatismes vivants en s'y substituant. Et ceci, évidemment, se produit à travers le développement des interfaces brain-computer, dont je vous ai déjà parlé un petit peu. Tout ceci, donc, conduisant au court-circuit systémique, industriel et exosomatique des savoirs sous toutes leurs formes, y compris des savoirs du vivant en tant qu'ils ne sont pas encore des savoirs au sens strictement noétique. Tel qu'il s'opère en ce moment, l'état de fait résultant de l'automatisation réticulaire des êtres exosomatiques que nous sommes est totalement insolvable. Et là, je passe sur le registre de l'économie politique. Outre une extrême aggravation des tendances toxiques qui caractérisent l'Anthropocène, cet état de fait, intensifiant l'automatisation par la réticulation des êtres exosomatiques, conduit à une crise macroéconomique d'une ampleur absolument inégalée. C'est ce que j'ai essayé de dire dans La société automatique. J'en présente la traduction en anglais. Je le dis pour Nick Cernick, parce que comme ça, il pourra le lire bientôt. Je vais même lui envoyer le PDF de la traduction, sans attendre que ça paraisse. Ça paraîtra en automne chez Polity Press. Et comme cela, nous pourrons avoir une bonne discussion à pleine commune au mois de novembre, puisque nous co-organisons avec Multitude une rencontre avec Nick et Alex au début du mois de novembre, dont le sujet sera Basic Income and Contributory Income. Nous essaierons de voir pourquoi le revenu universel d'existence et le revenu contributif sont complémentaires et non pas du tout alternatifs ou concurrents. Dans ce bouquin-là, j'essaye de montrer qu'il n'y a pas d'avenir possible
sans une bifurcation qui, tout à l'opposé du transhumanisme et de la société hyper-oligarchique qu'il est en train de préparer et qui vise à transformer l'humanité en une termitière anoétique. Je ne peux pas le développer, mais si j'avais eu le temps, je vous aurais lu des textes de Norbert Wiener qui m'auraient permis d'étayer cela. Au contraire, la grande bifurcation à laquelle nous devons travailler pour réapprendre à vivre, c'est une reconstitution des savoirs, c'est-à-dire de possibilités de sélection artificielle qui, produites par de nouveaux savoirs donc, fournissant de nouveaux critères de sélection, nouveaux savoirs eux-mêmes issus d'une nouvelle ère de la noèse, nous changeons d'ère noétique, dépassent la clôture anthropique où mène l'hégémonie du calcul, de ce que j'appelle le capitalisme purement et simplement computationnel, et qui est aujourd'hui mise en œuvre par l'entendement automatisé, en quoi consistent les big data par exemple, et permettent de franchir un pas, de faire un saut par ce dépassement du calcul dans ce que j'appelle le néganthropocène. La mise en œuvre du pur calcul par des automatismes algorithmiques du type corrélationniste est ce qui conduit à une insupportable augmentation de l'entropie que j'écris ainsi, parce que ce dont je parle n'est pas l'entropie thermodynamique. C'est très important. On vient toujours me casser les couilles en me disant « mais c'est pas ça la thermodynamique ». Oui, mais d'abord, outre que tout le monde utilise le concept d'entropie en dehors du champ de la thermodynamique, dans tous les cas, moi, ce que j'affirme, c'est que de toute façon, ce dont je parle, ça n'est pas ce dont parlent Brillouin, Wiener, Shannon, etc., qui se foutent le doigt dans l'œil en réalité. Et c'est ça que je prétend montrer avec la néganthropologie. Le terme d'entropie, d'où vient-il? D'abord, il vient de l'expression milieux anthropisés en géographie. Ce sont les géographes qui ont commencé à parler de milieux anthropisés. Il est aussi utilisé en astrophysique. En astrophysique, on parle d'un principe anthropique qui mériterait qu'on s'y apesantisse longuement. Il peut paraître comme ça quand on lit, par exemple, cette notice Wikipédia extrêmement fantaisiste, folklorique, etc. Mais c'est pas si sûr que ça. C'est pas si sûr que ça. Parce que il a donc été produit par un astrophysicien qui s'appelle Brandon Carter. Et il pose qu'il est possible d'astrophysicaliser l'univers uniquement à partir de l'entropie, de l'anthropisation de l'univers, c'est-à-dire du développement de ce que j'appelle, moi, les organes exosomatiques. C'est pas exactement comme ça qu'il le présente, mais je dois vous avouer que je n'ai pas eu le temps de lire Brandon Carter, donc je ne sais pas ce que j'en pense. Ce que j'en connais, alors là, c'est purement produit par Wikipédia ou Google. Voilà. Donc je ne saurais pas vous dire vraiment ce que j'en pense, mais en revanche, ce que je crois, c'est qu'il va falloir se pencher sérieusement sur cette question. Chez les astrophysiciens, ça croise des problèmes de cosmotechnologie. Je ne sais pas non plus ce qu'en dit exactement Lacan. C'est pareil, j'ai trouvé, grâce à Google Books, une occurrence d'entropie chez Jacques Lacan. Voilà. Et Lacan parle d'entropie, alors lui, en se référant à Brillouin, etc., c'est dans un texte extrêmement important, d'ailleurs, de Lacan, mais l'envers de la psychanalyse. Mais je n'ai pas eu le temps de revenir vers la lecture de tout cela. Si Tania Espinosa était là, par exemple, je l'inviterais fortement à se pencher sur la question pour que notre coopérative de savoir permette de travailler ensemble à la question. Bon, j'ai pas eu le temps. Quoi qu'il en soit, au-delà des effets environnementaux de l'anthropisation des milieux de vie que décrit la géographie, et au-delà de l'entropie en tant que principe thermodynamique, en tant que principe de l'astrophysique, qui veut dire le contraire de ce que j'appelle moi l'entropie, mais qui parle plutôt de ce que j'appelle la néganthropologie, je crois. L'entropie avec un A et un H, c'est ce qu'il faut combattre en tant que cela détruit la noodiversité. La noodiversité, c'est ce que produit ce que j'appelle la négantropie, avec un A et un H. L'entropie avec un A et un H, ce n'est donc pas simplement l'entropie avec un E, au sens de la thermodynamique, et la négantropie, telle que je tente aujourd'hui
en formaliser les concepts de base, telle qu'elle produit de la de la no-diversification par l'organogenèse exosomatique, n'est pas non plus simplement la négantropie au sens où Schrödinger en parle. Et cela parce que les organes qu'elle produit, il y a dans la négantropie que décrit Schrödinger une production organique qu'on appelle l'organogenèse, en sciences, en physiologie ou en zoologie ou en biologie, ou en théorie de l'évolution, disons. Dans le cas dont nous parlons, les organes qui sont produits par l'exosomatisation néganthropologique, ce sont des pharmacas. Ces pharmacas, faute de savoir, ne peuvent que détruire ceux qui les produisent. C'est ça qu'enseigne Socrate. C'est aussi cela qu'enseigne Canguilhem. C'est aussi cela qu'enseigne Whitehead. Enfin, c'est pas ce qu'enseigne Whitehead. Mais c'est ça qui constitue l'horizon des problèmes que pose Whitehead. Les savoirs, et évidemment nous devons savoir ce que veut dire savoir si nous voulons réapprendre à vivre, puisque réapprendre à vivre, c'est produire des savoirs. Les savoirs, ce sont des prescriptions thérapeutiques de l'exosomatisation, sans lesquelles l'entropie augmente nécessairement, inévitablement. Et ça, c'est ce que nous promet le transhumanisme. Le destin de l'exosomatisation se caractérise ainsi par l'apparition d'un troisième terme nouant l'organisme exosomatique à ses organes exosomatisés. Ce troisième, il y a l'organisme, il y a les organes exosomatisés, il y a moi, par exemple, et ce micro, voilà. Il y a bien entendu vous, etc., mais pour le moment, je ne parle pas de vous. Mais il y a un troisième terme qui est le savoir, qui me permet d'interagir avec tout ça. Le savoir est donc ici appréhendé comme une fonction vitale pour les êtres exosomatiques que nous sommes, et je pense qu'il est fondamental de démontrer le caractère indispensable des savoirs pour lutter contre les transhumanistes, parce que si nous arrivons à faire cette démonstration de manière claire, nous mobiliserons les scientifiques du monde entier, les travailleurs du monde entier, la jeunesse du monde entier, tous ceux qui, dans les ZAD, les TAS, etc., se battent pour quelque chose de très important, mais auquel il manque des concepts. Et pour cela, il faut relire Whitehead et Canguilhem, par exemple, ce livre-là, qui est absolument fondamental. La négantropie, la négantropie avec un A et un H, c'est ce qui produit à partir de l'organogenèse exosomatique et comme double redoublement épocal, c'est-à-dire toujours dans un après-coup. C'est ça l'épiméthéia. La noodiversité, en quoi consistent les savoirs sous toutes leurs formes, vivre, faire et concevoir, sous toutes leurs formes. L'anthropocène, qui se caractérise avant tout par l'augmentation de l'entropie, est ce qui conduit à la prolétarisation totale, à travers, d'une part, l'automatisation totale et généralisée qu'on appelle maintenant la robolution, qui est un âge très très spécifique de l'exosomatisation, qui passe par ailleurs et qui est indissociable de la data économie. Je présente très souvent ce slide qui est très éclairant. À quoi servent les smartphones? À produire ça, c'est-à-dire du travail gratuit, comme les appelle par exemple Nick Cernick et Alex Williams, comme beaucoup d'autres. Et au-delà de cette révolution humanoïde que vous voyez là, ça c'est un produit de Foxconn, en partenariat avec Google, c'est ça qu'on est en train d'implanter à Shenzhen dans les usines de Foxconn. Et ça passe aussi par les imprimantes 3D, dont vous avez un spécialiste ici qui s'appelle Olivier Landau, et j'ai proposé que, comme je lui ai proposé hier à Nick, il discute avec Thierry, il discute aussi avec toi des imprimantes 3D, et de leurs enjeux en termes de nouvelle ère de l'industrie. La prolétarisation totale est la destruction de toutes les formes de savoir en tant que comme savoir-vivre, faire et concevoir. Il constitue des capacités au sens d'Amartya Sen, toujours à la fois individuelles et collectives, qui ne sont pas de l'empowerment, précisément pour cette raison. L'empowerment, c'est le concept qui permet de vendre du Gary Becker, c'est-à-dire être entrepreneur de soi-même, sur la base d'une très mauvaise lecture de Nietzsche. Et Nietzsche est un pharmacone, il faut faire très attention à ne pas le laisser dériver vers ça. L'individualisme nietzschéen mal compris. Ces capacités individuelles et collectives sont
les capacités à produire des bifurcations négantropiques, avec un A et un H, c'est-à-dire de la noodiversité. La noodiversité étant autant le bon curry que nous avons mangé hier soir que la manière de jouer au foot de Zidane et le génie de Socrate. La noodiversité, ce n'est pas simplement ce qui se passe dans le monde académique. Et tout ça procède de la différence noétique. Mais la différence noétique, c'est cela que je crois que Derrida n'arrive pas à voir, elle est exosomatique. Il n'y a pas que Derrida qui n'y arrive pas. Hein. Et le problème, c'est que comme la différence exosomatique est pharmacologique, elle produit de l'indifférence exosomatique. Et ça, c'est ce que veut produire le transhumanisme. Il veut rendre indifférents exosomatiquement des pucerons anoétiques que nous deviendrions au service de l'oligarchie, de ceux qui baisent, qui continuent à baiser et à vivre des orgasmes et toutes sortes de choses de ce type dans leur palais, totalement isolés des barbares qu'ils ont engendrés. Ils se foutent complètement le doigt dans l'œil, d'abord parce que ce n'est pas solvable sur le plan économique, et deuxièmement parce qu'effectivement les barbares qu'ils vont engendrer sont bien plus puissants que Spartacus, bien plus puissants. Ils ont des gaz toxiques, ils ont des instruments nucléaires, ils ont bien plus que des kalachnikovs. Et ces gens-là, qui sont les transhumanistes, ont une inconscience politique et historique absolument sidérante parce qu'ils sont totalement dénoétisés, bien entendu. Ils sont dénoétisés. Ces questions-là, j'y reviendrai dans L'avenir du savoir, qui sera le deuxième tome de la société automatique. L'avenir du savoir, c'est ce qui fait suite à l'avenir du travail. Et c'est ainsi parce que le travail, en tant que mise en œuvre d'un savoir, quel qu'il soit, vivre, faire ou concevoir, produit de la négantropie et de la noodiversité. Et c'est ce que, au cours de l'Anthropocène, le capitalisme industriel a systémiquement détruit. Systémiquement parce que le capitalisme industriel, c'est ce qui transforme nécessairement toute valeur en valeur calculable, en valeur d'échange, elle-même transformée en production de plus-value, et ça conduit inévitablement le capitalisme à la calculabilité totale et généralisée. Pour pouvoir opérer les prélèvements de plus-value, il fallait que tout soit transformé par le capitalisme, tous les savoirs, quels qu'ils soient transformés en capital fixe. Et j'emploie le mot capital fixe au sens de 1857 chez Marx, pas au sens de 1867. Ce capital fixe, c'est d'abord essentiellement configuré. Le capital fixe, donc, c'est la manière dont, je le dis dans mon vocabulaire, les rétentions tertiaires hypomnésiques industrielles que sont les machines-outils, etc., transforment le savoir en capital matériel du capitaliste, les moyens de production, comme on les appelle encore à l'époque mais qui aujourd'hui se sont transformés en bases de données, en data centers, etc. Et ça, évidemment, Marx ne pouvait pas l'imaginer. Par contre, c'est ce dont parlait Sarah l'autre fois, en faisant une lecture de la monadologie de Leibniz aujourd'hui, à l'époque de la data economy. Ce sont aussi de ce dont parlait Ali Raebi hier matin. Eh bien, pour pouvoir opérer donc ces prélèvements de plus-value, le capitalisme est obligé de produire du capital fixe. Ce n'est pas du tout une méchanceté, c'est une condition systémique de la réalisation du caractère révolutionnaire de la bourgeoisie. Car je redis avec Nick Cernick que ce que dit d'abord Marx de la bourgeoisie, c'est que c'est la classe révolutionnaire. C'est elle qui fait la révolution. Et il ne faut donc pas la regarder simplement et d'abord comme un ennemi, mais d'abord comme un processus révolutionnaire dont il faut s'emparer pour révolutionner la révolution bourgeoise. C'est ça la vraie question. Et certainement pas en faisant des barricades ou en prenant des kalachnikovs, ou en attaquant des banques, voire en attaquant des centres serveurs des banques. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois qu'il faut produire de la négantropie, ce qui est tout à fait autre chose. Le capital fixe est d'abord essentiellement configuré par le développement des appareils de production fondés sur l'extraction de la valeur d'échange par ce que Marx appelle l'abstraction du travail, ou le travail abstrait. C'est ce qui a atteint son apogée, ce que décrivait Marx, avec la taylorisation que Marx n'a pas connue, mais que Lénine a connue, et sur laquelle il est très important de se repencher. Le discours de Lénine entre 1908 et 1923 change totalement, et ça, c'est la grande catastrophe soviétique. À présent, cette abstraction
ne concerne pas seulement les savoir-faire, comme c'était le cas au XIXe siècle, mais les savoir-vivre et les savoir-concevoir. C'est ça qui produit la data économie, etc. Cette fixation des savoirs par le capital fixe est cependant leur stérilisation anthropique. C'est un peu ce qu'essaye de dire Marx, mais il n'a pas le concept d'entropie. Non seulement il ne l'a pas, mais Engels le rejettera, comme Nietzsche le rejettera. Et comme tout le monde le rejettera, sauf Bergson. C'est pour ça qu'il va falloir introduire Bergson, et d'ailleurs ici, Paul-Émile a travaillé sur cette question, peut-être qu'il nous en parlera tout à l'heure. Les savoirs, avec la fixation capitale par le capital fixe des savoirs, la transformation donc des savoirs en capital exploitable, deviennent des stocks de données. Et les stocks de données, ce sont des informations, et non pas du savoir. Et là, j'insiste auprès de Nick, parce que je pense que Gérald va le lui traduire. Nous discutions hier soir pendant le dîner de la différence entre savoir et données, et information, je veux dire, et c'est fondamental de revenir là-dessus. Comment est-ce que la donnée produit du savoir? Dans la critique de la raison pure, par l'intuition, qui elle-même accède à des formes transcendantales a priori de la sensibilité, l'espace et le temps. Une intuition qui est catégorisée par l'entendement, lui-même ne pouvant catégoriser l'entendement qu'à travers une imagination transcendantale, en vue des finalités du règne des fins que constitue la raison. Ça, c'est ce que l'exosomatisation capitaliste a détruit en séparant les fonctions de la faculté de connaître. Et ça, il faut en faire une analyse extrêmement précise. Si on a l'ambition de s'emparer du capitalisme des plateformes, comme c'est le projet des accélérationnistes, il faut d'abord faire une épistémologie des plateformes. Et cette épistémologie des plateformes, elle passe par la relecture d'Emmanuel Kant. C'est absolument fondamental. Et par la critique d'Emmanuel Kant, avec Whitehead et avec beaucoup d'autres. Le devenir informationnel des savoirs, c'est ce qui conduit dans une impasse anthropique. C'est ça, l'anthropocène. C'est autrement dit l'exploitation toxique des nouvelles formes d'exosomatisation. Cependant, cette nouvelle exosomatisation qui apparaît en ce moment est tout aussi bien ce qui requiert une pharmacologie positive, et c'est là que nous sommes accélérationnistes, nous aussi, comme Nick et Alex, c'est-à-dire que nous pensons qu'il faut s'emparer de cette accélération. C'est ça l'objet de cette académie d'été. Ce devenir informationnel est la réalisation de ce que Hegel appelait le savoir absolu. Ah ben je me suis trompé. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais à contrario de ce que Hegel concevait ainsi, le savoir absolu que réalise le capitalisme purement et simplement computationnel est le non-savoir absolu, c'est-à-dire la destruction absolue du savoir par l'information. La raison pour laquelle cette inversion est possible passe par Marx. Pour la comprendre, il faut passer par Marx, mais Marx n'y suffit pas. Parce que Marx ne pense pas à la rétention tertiaire. Ça se voit parfaitement bien au début du Capital de 1867, lorsqu'il parle de l'abeille et de l'architecte. Il ne voit pas l'importance du plan de l'architecte, qui n'est pas dans la tête de l'architecte, mais qui précède le travail de l'architecte. Marx, du coup, ne pense pas non plus le pharmacone. Et les accélérationnistes non plus ne pensent pas le pharmacone. Ce qui les coupe inévitablement de tous les mouvements écologiques. Ce qui est une catastrophe. On ne peut pas travailler sans le mouvement écologiste. Marx ne parle que de l'extériorisation de l'esprit. Parce qu'il a appris de Hegel que Marx est... il a appris de Hegel que l'esprit, c'est d'abord un processus d'extériorisation, ce que Hegel appelle la phénoménologie de l'esprit. Lundi matin, j'ai tenté de dire pourquoi c'est par la transvaluation de la transvaluation nietzschéenne, depuis le point de vue de l'exosomatisation issue des analyses de Lotka et de Georgescu Rogan, qu'il faut constituer une nouvelle ère de la noèse. C'est ça le sujet de Nietzsche. Le surhomme, c'est une nouvelle ère de la noèse. Il faut reprendre le projet nietzschéen, mais en le critiquant sans la moindre concession. Une nouvelle ère de la noèse, c'est une nouvelle ère des savoirs sous toutes leurs formes, constituant une nouvelle épistémé, au sens où en parlait hier aussi Hugh, en articulant épistémé et cosmologie.
Cette nouvelle épistémé, qui est aussi une nouvelle cosmologie, ne peut être qu'une nouvelle ère économique. On ne peut pas séparer la noétique, l'épistémologie et l'économie. Cela parce que le capitalisme aura été lui-même une nouvelle épistémé. Et dire ça, il faut le prendre vraiment très très au sérieux. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une question absolument fondamentale, qui a été totalement abandonnée par les marxistes, à commencer par Althusser. Il ne décrit pas du tout le capitalisme comme une nouvelle épistémé. Et c'est une très grave erreur. Le capitalisme, c'est avant tout un nouvel âge du savoir, c'est-à-dire une réarticulation de l'osium et du négocium, qui était inconcevable au XVIIIe siècle, et encore plus au XVIe siècle. Cette transformation, c'est ce que Habermas a décrit comme une technoscience dans La technique et la science comme idéologie. Cette transformation en technoscience de la science, c'est ce qui produit le capital fixe, qui est la réorganisation du processus d'exosomatisation, modifiant de fond en comble l'organisation des établissements d'enseignement supérieur. L'université de Berlin, telle que la conçoit Humboldt, les grandes écoles créées par Napoléon Ier, la Révolution française, la Convention, y compris l'école normale supérieure, etc., c'est une réorganisation des appareils de production noétique au service du développement de l'exosomatisation capitaliste. Et il en résultera au début du XXe siècle, en Allemagne et en France d'abord, la recherche et développement, le design, le marketing stratégique plus tard, à partir des années 50, etc. Et tout cela fait que, par exemple, les meilleurs étudiants que j'ai eus à Chicago à une époque, à l'université de Northwestern, qui est une très très bonne université, faisaient de la philosophie de très très haut niveau, c'était des doctorants que j'avais, mais ils allaient ensuite bosser dans la finance ou dans le marketing. C'est ça la force du capitalisme américain. C'est qu'il exploite la noésis à un très très haut niveau. Il faut donc définir le capitalisme avant tout comme un nouvel âge du savoir, mais tel qu'il conduit, et là il faut passer par Max Weber, Marx et beaucoup d'autres, et Nietzsche, puisque pour Nietzsche le capitalisme c'est le nihilisme en réalité, tel qu'il conduit au non-savoir absolu, c'est-à-dire à l'indifférence noétique. C'est pourquoi, si nous voulons penser la possibilité d'une bifurcation noétique, d'une renoétisation, c'est-à-dire d'une déprolétarisation, nous devons avant tout repenser la noèse comme fonction de l'exosomatisation, dont le capitalisme est une mutation. Le capitalisme, c'est la mutation de la fonction de la noèse. La valeur de la valeur, qui était le profit individualisé par le calcul dans le capitalisme tel que nous le connaissons encore, devient dans l'économie des savoirs que nous voudrions développer, et pour cela il faut réapprendre à vivre. C'est ce que j'appelle le néganthropocène, la négantropie comme capacité à produire des bifurcations, inscrivant dans le devenir des possibilités d'avenir qui ménagent les exceptions. C'est pour ça que Nietzsche doit absolument être présent dans cette discussion, c'est-à-dire aussi ce que Deleuze appelle les singularités. Qu'est-ce que produisent les singularités? Et là, il y aura une discussion sur ce que vous avez cité, Michael, hier, sur les singularités. Je voudrais qu'on en reparle, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est une discussion avec Deleuze, et il faudrait y associer Paolo en particulier. Les singularités, c'est ce qui produit des petites bifurcations. Moi, je pose que tous nous sommes singuliers, comme nous sommes tous philosophes et tous artistes, en puissance. Et tous nous avons la chance d'avoir des défauts. Et ce sont les défauts qui produisent des singularités. Ce sont les défauts, en devenant ce qu'il faut, qui produisent des singularités. Et tout le monde produit cela. Des gens très très connus comme Thomas Edison, qui étant sourd a produit voilà, tout ce qu'on connaît, une grande partie de ce que je décris là. Léonard de Vinci qui était dyslexique. C'est très important. C'est Marianne Wolf qui rappelle cela, etc., etc. Et ça produit des petites bifurcations. Je le dis au sens où Leibniz parle de petites perceptions. Il y a des petites bifurcations qui s'accumulent et qui, de temps en temps, produisent ce que René Thom décrit comme des catastrophes, c'est-à-dire des mutations morphogénétiques, et qui sont ce que j'appelle, moi, des grandes bifurcations noétiques. Ces grandes bifurcations noétiques constituent les épistémés, au sens où Foucault a tenté de les penser dans les mots et les choses. La valeur de la valeur que nous essayons de promouvoir ici
est une conception du travail totalement nouvelle, inspirée, pour ce qui me concerne, par Oskar Necht, qui est un penseur de l'école de Francfort, un des penseurs de l'école de Francfort qui a bien tourné, beaucoup ont très mal tourné à mon avis, et André Gorz en France, avec qui il travaillait. Le travail, vu à partir des analyses de Necht et de Gorz, c'est ce par quoi l'histoire de la noèse se produit, et cela n'est pas réductible aux savoirs théoriques, formels et scientifiques. C'est cela que signifie la question de ce que Hegel croit devoir appeler une dialectique, Herrschaft, Knechtschaft, mais c'est Herrenschaft d'ailleurs, pas Herrschaft, bon, peu importe, mais cette dialectique, qui n'est pour moi pas une dialectique mais une quasi-causalité, c'est une matrice du savoir sous toutes ses formes, en tant que renversement du défaut en ce qu'il faut, c'est-à-dire de l'entropie en égantropie, du pharmacone. Ce sont des savoir-faire et des savoir-vivre qui mettent en œuvre socialement le savoir conceptuel. Le savoir conceptuel qui se produit à l'université de Berlin, à l'école normale supérieure, ou aussi à Harvard, et maintenant dans l'université de la singularité, est-ce que c'est un savoir conceptuel que produit l'université de la singularité? Bien sûr que oui, et c'est tout le problème. Bien sûr que oui, car il s'y produit des choses très intéressantes dans l'université de la singularité. Eh bien, ce savoir conceptuel, qu'on appelle théorique, académique, etc., il est mis en œuvre par les savoir-faire et par les savoir-vivre. Ça, c'est fondamental. Et la politique, c'est ce qui articule les savoirs conceptuels avec les savoir-vivre et les savoir-faire. C'est ça la question de la philosophie morale, de Pierre Hadot, etc., etc. C'est ça qui produit ce que nous appelons, nous, la transindividuation. Mais en disant que les savoir-vivre et les savoir-faire ne sont pas solubles dans les savoirs conceptuels. C'est-à-dire jamais les savoirs conceptuels ne seront capables de se substituer au savoir-vivre et au savoir-faire. Et ça, c'est le contraire de tout ce que veulent faire les computationalistes, de toute origine, de Noam Chomsky à l'université de la singularité, en passant par Marvin Minsky et tant d'autres, c'est-à-dire par le cognitivisme. Le cognitivisme, c'est ce qui prétend pouvoir transformer tout savoir-vivre et tout savoir-faire en un système computationnel. Et ça s'appelle l'enfer. C'est l'enfer dans lequel nous sommes en train d'entrer. Ce point de vue purement et simplement computationnel, c'est celui qui constitue la réalité effective de ce que décrit Antoinette Rouvroy sous le nom de gouvernementalité algorithmique. Le savoir comme capacité négantropique est ce qui a été détruit au cours de l'Anthropocène par la réduction progressive de toutes les formes de savoir à des formalismes algorithmiques et informationnels qui se sont concrétisés dans le capital fixe, comme capital fixe. Je ne vais pas ici réexposer le raisonnement qui structure l'avenir du travail, de la société automatique, tome 1, mais j'espère que sa parution prochaine en anglais donc sera l'occasion de discuter cet ouvrage, si je puis dire d'ouvrage à ouvrage, donc qui est l'ouvrage fondamental de Nick et Alex qui s'appelle Inventing the Future. Je dois rappeler ici que ce qui constitue l'affirmation centrale de la société automatique, c'est que l'automatisation, et ça c'est aussi le point de vue des accélérationnistes, l'automatisation intégrale et généralisée conduit à la régression de l'emploi sur le plan économique. L'emploi devient une fonction économique mineure. Il ne disparaîtra pas, bien entendu, mais il deviendra un moment dans l'existence du travail mineur. À la différence de ce que concluent de cela Nick et Alex, je ne crois pas du tout que le travail va disparaître. Je ne crois pas du tout que nous entrons dans une post-work society. Tout au contraire, je pense que le travail commence véritablement, au sens où Nietzsche en parle, dans ce paragraphe du gai savoir. Je crois que, comme c'est ici impliqué dans ce que dit Nietzsche, il faut étendre la conception du travail à toutes les formes noétiques de la vie, c'est-à-dire à tous les passages à l'acte de cette puissance que constitue le savoir. Et là, je pense à ce que disait Paul hier. La puissance de la volonté de puissance de Nietzsche renvoie d'abord à la puissance de la dynamis que constitue un savoir. Aristote dit, par exemple, nous sommes tous grammairiens en puissance. Exactement comme je vous ai dit, nous sommes tous artistes en puissance, philosophes en puissance. Ce qui manque simplement à Aristote, comme cela manque d'ailleurs à Nietzsche, mais ça ne manque pas à Bergson tout à fait, c'est que pour cette puissance puisse passer à l'acte, il faut l'exosomatisation
de la grammatisation, c'est-à-dire de la rétention tertiaire alphabétique. Sans ça, il n'y a pas de grammaire. Et donc, il faut ajouter une organologie à l'organologie de Aristote, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure avec Paul. Quand le passage à l'acte de la puissance noétique est privé de sa capacité à passer à l'acte noétiquement, il passe à l'acte anoétiquement, c'est-à-dire qu'il devient criminel et ultra-violent. Et ça, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment même. Je soutiens que les formes récentes de l'exosomatisation rendent non seulement possible, mais indispensable, la reconstitution des savoirs à travers un vaste processus industriel de déprolétarisation. Vous allez me dire, il nous casse les oreilles, ça fait 3 ou 4 fois qu'il le dit. Oui, mais si je le redis là maintenant, c'est parce que ça signifie qu'il faut ouvrir une grande discussion avec Marx. La puissance du négatif n'est pas ce que croit Marx. La puissance du négatif, ce n'est pas la puissance du prolétariat, c'est la puissance du pharmacone. Et à partir du moment où la puissance est la puissance du pharmacone, ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'une dialectique, mais d'une quasi-causalité. Et donc de la redéfinition du savoir comme soin. Il est possible, avec la technologie algorithmique réticulaire, qui est en train de se développer en ce moment, à la fois de déléguer à des systèmes automatiques des fonctions triviales de la noèse, par exemple calculer, rechercher des occurrences, corriger ses fautes d'orthographe, etc., et d'interfacer les algorithmes automatisés avec ce qui n'est réductible ni au calcul, ni à l'analyse, qui est la fonction de l'entendement, et qui est la capacité d'interprétation, l'herménéia, à partir de laquelle la raison, au sens de Whitehead, peut fonctionner, c'est-à-dire générer des bifurcations strictement improbables du point de vue de l'entendement, tout autant que de la théorie des probabilités. Cette improbabilité, c'est ce qu'aucun formalisme mathématique ne pourra jamais anticiper. Pas plus que, par exemple, Cuvier dit « la paléontologie ne pourra jamais anticiper la forme des lémuriens qui viennent de ce sarrique qu'il est en train de sortir d'un bloc de gypse. » Parce que la paléontologie et la biologie n'ont pas la capacité à prédire l'avenir. Ce sont des sciences, ce n'est pas de la divination. Ce que nous promettent les transhumanistes et les adeptes du corrélationnisme des big data, c'est la transformation de la science en divination. C'est une régression noétique absolument sidérante qui nous ramène à la Mésopotamie, 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est stupéfiant. Il faut donc attaquer ces gens-là et les ridiculiser, au sens où on a parlé hier de l'homme ridicule. Qui est-ce qui a parlé de l'homme ridicule? Il y a eu... Oui, c'est Michael, voilà. Il faut reprendre cette figure de l'homme ridicule et il faut ridiculiser ces gens-là. Il faut faire rire les gens avec les bêtises des transhumanistes, mais en les prenant au sérieux, car ce sont les bêtises d'Épiméthée. Les transhumanistes font des choses importantes. Nous soutenons que la solvabilisation de cette vision du travail, que je défends dans la société automatique, repose sur l'établissement d'un revenu contributif, qui a pour fonction de rémunérer la production de négantropie. J'espère maintenant que Simon a un peu compris ce que j'appelle négantropie et néganthropocène. Plus ou moins. La production de négantropie relève de la fonction de la raison au sens de Whitehead, mais qui se concrétise par la fonction de capacitation au sens que Amartya Sen donne à ce mot dans ses livres. Et ça, c'est très très important. Nous devons dialoguer pour essayer d'aller au-delà de la dialectique du maître et de l'esclave, telle qu'elle est une mésinterprétation par Marx, qui conduit à dire que la puissance du négatif, c'est le prolétariat, et non pas le pharmacone. Nous devons discuter avec Amartya Sen. Amartya Sen qui montre que les savoirs des Bangladais les protègent de ce qui frappe les habitants de Harlem. Le problème fondamental de l'anthropocène, et la raison pour laquelle il devient à la fois nécessairement insolvable et invivable, c'est qu'en détruisant d'une part les emplois et d'autre part les savoirs par la prolétarisation généralisée, il conduit premièrement à l'effondrement macroéconomique par l'insolvabilisation massive des marchés, faute d'emploi, c'est-à-dire faute de redistribution du purchasing power, comme on dit, depuis Keynes,
Et deuxièmement, à l'augmentation aussi bien de l'entropie comme liquidation de la non-diversité que de l'entropie comme liquidation de la biodiversité, et plus généralement des possibilités de la vie sur Terre. C'est ce qu'on appelle la 6e extinction de masse, qui est une vraie question. Cela dit, il faut savoir que les extinctions de masse, il y en a eu 5 avant. Donc il va falloir se pencher sur l'histoire des extinctions de masse. Parce que les extinctions de masse, ce sont des espèces de mutations négantropiques, sans A et sans H, voilà, qui se sont produites dans la vie depuis 3 milliards d'années. Il faut regarder de très très près ce qui s'est vraiment passé. C'est pour ça qu'il faut lire Stephen Jay Gould, qu'il faut lire toutes sortes de théoriciens de la vie, pour essayer de comprendre ce que devient la vie à l'époque exosomatisée et comment on peut, par exemple, dire oui, il y a des extinctions, peut-être qu'il va y avoir une extinction. Est-ce qu'il faut protéger ce magnifique animal qui va disparaître, sinon ou pas? Et ça, il faut le faire au nom de la raison comme fonction noétique, de sélection. Car la sélection se produit dans tous les cas. Les extinctions de masse, ce sont des processus de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Donc arrêtons de nous dire il ne faut pas sélectionner et tout, c'est archi-faux. Il faut sélectionner. Il faut faire des choix. Tout n'est pas possible. Surtout quand il y a 9 milliards d'êtres exosomatiques sur la Terre. Ce qui n'est pas encore le cas, mais ça va venir très vite. Comment penser ensemble, du coup, et fonctionnellement, un développement conjoint des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoirs-concevoir? Ça, c'est la question que pose Elinor Ostrom dans son Économie des communs, et c'est la question que veut travailler systématiquement Pleine Commune à travers sa chaire de recherche contributive. Pour poser une telle question, il faut, par exemple, prescrire thérapeutiquement le pharmacone numérique. Et ça veut dire qu'il faut l'étudier de très près, en reprenant et en s'appropriant l'organologie du capitalisme des plateformes et en faisant une technologie contributive négantropique, au service d'une économie contributive fondée sur la production de savoir sous toutes leurs formes comme capacité négantropique. Ça suppose de faire, comme Ukiyo, par exemple, a tenté de le faire avec Harry Halpin, une reconception des architectures de données du social networking, de social engineering, pour produire de nouveaux standards industriels. L'enjeu de ce dont on parle là, c'est la production de nouveaux standards industriels. Ce n'est pas les danses folkloriques bretonnes. L'accélération, pardonnez-moi, si l'accélération en quoi consiste le capitalisme est un âge de l'exosomatisation, telle qu'elle caractérise donc la vie noétique en tant qu'elle est pharmacologique, c'est-à-dire en tant qu'elle peut toujours conduire au contraire de ce pourquoi elle est faite. Et ça, c'est ce qu'expliquent Marx et Engels au début de l'idéologie allemande. Pas grand monde l'a vu, mais lorsque Marx et Engels disent, ils ne disent pas l'exosomatisation, ils disent la production par l'homme de ses organes de production, produit une illusion d'optique qui renverse la réalité. Et ils disent c'est pour ça qu'il peut y avoir des stratégies de domination qui vont exploiter cette illusion. Et pas simplement le capitalisme, mais toutes les formes de pouvoir qui vont renverser cette réalité en nous faisant croire que l'idée précède sa réalisation. Et eux, ils disent pas du tout, c'est l'exosomatisation qui rend possible la noèse. C'est pas la noèse qui permet l'exosomatisation. Ça, c'est ce que dit Platon, principalement dans la République. Et eux, ils s'opposent à Platon, et c'est pour ça que Alain Badiou se fout du monde. C'est absolument anti-marxiste, la référence à Platon et à la République à laquelle Badiou se réfère. Cette illusion comme idéalisme consiste à poser que l'exosomatisation donc résulte de concepts a priori de la vie transcendantale de l'esprit. Et c'est à cela que s'attaque Nietzsche. C'est par l'exosomatisation que se produisent de façon immanente des fonctions noétiques qui ont donc une histoire. La noésis, c'est un processus d'extériorisation. Et ça, c'est ce que Hegel essaye de penser déjà, à travers les bifurcations noétiques, les bifurcations négantropiques de la noèse. L'anthropocène est avant tout le processus de désapprentissage généralisé, c'est-à-dire une bifurcation négative qui résulte de l'exploitation de cette illusion dont je viens de vous parler et dont parlaient Marx et Engels, mais à un niveau extrêmement élevé, dont le transhumanisme est la version la plus achevée. Sachant que ce capitalisme-là s'est soumis les savoirs en prenant le contrôle des rétentions tertiaires, c'est-à-dire des data centers, des réseaux de distribution, des satellites, etc., etc.
et aussi évidemment à travers des formes de socialisation qui sont le salariat, le marketing, etc. Personne n'échappe au désapprentissage généralisé qui résulte de ces orientations stratégiques du capital dans sa façon d'imposer ses critères de sélection dans l'exosomatisation, par exemple à travers ce qu'on appelle dans le monde scientifique le système des black boxes. Aujourd'hui, nous travaillons avec le CEA, avec des astrophysiciens, et nous avons reçu ici Cedric Matthews l'année dernière, qui est un biologiste du CNRS, et qui se battent pour éviter qu'on leur impose les black boxes. Jusqu'à maintenant, les biologistes, par exemple à Marseille-Lumini, dans leur laboratoire du CNRS, développaient eux-mêmes leurs instruments d'observation. Et maintenant, l'État va leur imposer, avec des appels d'offres à des marchés, l'utilisation d'instruments d'observation produits par le marché, dont ils ne connaissent pas les fonctionnements. Ça ne peut pas être des instruments scientifiques. Et c'est une honte absolue que la hiérarchie de ce qu'on appelle la technocratie et la bureaucratie française en soit arrivée à ce niveau de nullité noétique, pas capable de comprendre cela. Tout ça, c'est ce qui conduit à la bêtise artificielle. Pardon, j'ai des problèmes, j'ai mal fabriqué mais désolé, tant pis, c'est pas grave. À la bêtise artificielle que dénonce Stephen Hawking lorsqu'il s'en prend à l'intelligence artificielle, et dont je dis qu'il faut la requalifier comme une bêtise artificielle, c'est-à-dire que c'est un mésusage des rétentions tertiaires qui engendre de la bêtise et non pas de l'intelligence. Tout ça mériterait aussi de parler de AlphaGo. Voilà, Hawking dénonce l'intelligence artificielle comme une bêtise artificielle en réalité, et ça c'est ce qui appellerait une discussion avec Sénèque. Pourquoi ? Qu'est-ce que dit Sénèque dans les lettres à Lucilius ? C'est qu'il faut s'emparer de la bêtise artificielle que sont les lettres, les écritures, etc., en les pratiquant à travers des techniques de soins pour produire véritablement des thérapeutiques stoïciennes, par exemple. À l'époque d'AlphaGo, cette question doit être prise tout à fait autrement. Par exemple, il faut très sérieusement revisiter la question, ça va vraiment pas, revisiter la question de la dialectique du maître et du serviteur dont parle Hegel à l'époque d'AlphaGo, pour essayer de comprendre ce qu'on peut répondre à mes amis coréens qui ont été atterrés par l'écrasement de ce champion du monde coréen de Lee Sedol de jeu de Go par AlphaGo, donc, qui est, comme vous le savez, une production de Google. Et il faut absolument que nous discutions très précisément ici de ce qu'a répondu Kasparov à IBM. Il a dit je vais jouer avec Big Blue. Big Blue est une extension du jeu d'échecs en réalité, une extension exosomatique du jeu d'échecs et des joueurs d'échecs. Parce que c'est à partir des joueurs d'échecs que Big Blue a été conçu, évidemment. À partir de la littérature du jeu d'échecs, son étude. Caroline et moi, nous connaissons quelqu'un qui est spécialiste de l'étude du jeu de Go au CNRS en mathématiques. Voilà. Il y a plein de gens qui travaillent sur le jeu de Go depuis très 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 longtemps en intelligence artificielle. Pas du tout. Et c'est le jeu de Go qui les inspire. Donc ils n'ont pas battu le jeu de Go ou les joueurs de Go. Ils exosomatisent le jeu de Go. Ça, c'est la question de réapprendre à vivre. Comment est-ce que nous faisons ça avec tous les robots ménagers, les aspirateurs qui font le ménage tout seuls, etc., etc., ou Minecraft, dont nous discuterons à midi avec Gerald Moore et Augustin Stigler, notre fils, qui est un grand joueur de Minecraft. Il faut travailler avec Minecraft, comme veut le faire Gerald, pour articuler l'université de Durham avec Minecraft intelligemment, plus intelligemment que les business angels qui ont racheté Minecraft, et pour en faire du business, justement. Pour ça, ça nécessiterait de lire, non, je ne l'ai pas, tant pis, de lire un livre qui s'appelle « Je finis et infini » de Kars, qui est un livre vraiment très intéressant et qui nous permettrait de repenser la question de l'objet transitionnel et du jeu comme étant le processus de l'exosomatisation de base. Bon, je ne vais pas vous parler de ça, j'ai pas le temps, il faut que je m'arrête, je suis vraiment en retard. J'avais beaucoup d'autres choses à vous dire, je ne le ferai pas, parce que je ne veux pas léser nos amis. Tant pis, j'essaierai de mettre ça en ligne, vous pourrez, si ça vous intéresse, prendre le temps de le lire. Je voulais terminer en disant quelques mots de ce livre dans lequel Randall Collins, un économiste marxiste américain, dit dans 30 ans, c'est 70% des emplois qui seront
réduit par l'automatisation. Bon, ça se discute. Mais le titre du livre, c'est le capitalisme a-t-il un avenir? Oui, je crois, moi, que le capitalisme a un avenir. Je ne crois pas du tout que réapprendre à vivre va passer par une révolution où, brutalement, on va tous réapprendre à vivre en l'espace de 24 heures et le grand soir, enfin, va nous permettre de vivre heureux avec AlphaGo et tout ça. Pas du tout. Ça se fera avec un nouveau stade du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler pour préserver ce nouveau stade du capitalisme, mais ça veut dire qu'il va y avoir, par exemple, un capitalisme contributif. D'abord, il ne va pas y avoir, il existe déjà. C'est lui qui exploite Google, on est la plus importante entreprise. Et il faut travailler avec Google. Quand je dis avec Google, vous vous en servez comme moi, tout le monde se sert de Google ici. Il faut aussi critiquer Google. Critiquer, ça ne veut pas dire du tout dénoncer le monstre Google, ou même dénoncer le monstre transhumaniste, ça veut dire penser le transhumanisme, penser la contribution selon Google, critiquer cette contribution, et le faire en rentrant dans le code. Parce que tout ça ne peut pas rester à la surface des choses. À un moment donné, il faut rentrer dans les données, il faut rentrer dans les architectures de données, dans les operating systems, etc., etc. C'est là que se fait l'exosomatisation. Et donc, il faut arrêter de bricoler, il faut se mettre vraiment à travailler en articulant les savoirs conceptuels, les savoir-faire et les savoir-vivre. Et ça, c'est tout à fait possible. Dans les savoir-faire, chez les ouvriers, par exemple, quand il en reste, il y en a de moins en moins, il y a des tas de choses qu'ils apprennent. Olivier pourrait vous en parler. Et là se produit évidemment l'apparition d'un revenu contributif qui se fera par le fait que de plus en plus, par exemple avec l'imprimante 3D, vous aurez des artisans intermittents qui travailleront pour la grande industrie et qui sont des gens qui sont à très haute compétence technologique, mais qui sont des ouvriers et qui ont des savoir-faire, pas des savoirs conceptuels. Et si demain nous ne réinventons pas l'université pour que l'université travaille avec les Fab Labs, travaille avec les associations qui, par exemple, ont investi le 6B comme un squat, ils ont développé des choses, etc., nous n'y arriverons jamais. Voilà. J'avais donc beaucoup de choses à dire encore, mais je m'arrête et je vous remercie de votre attention.